Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur les EFE. Une petite devinette pour débuter cette émission. Quel est le point commun entre un boulanger de Buenos Aires qui travaille seul dans son fournil en Argentine, un architecte au Vietnam ou encore le propriétaire de plusieurs restaurants étoilés, que ce soit à New York ou des crêperies comme on le verra tout à l'heure à Londres? La question, la réponse, la voilà. Tous sont des EFE, des entrepreneurs français de l'étranger, une entité bien à part. Difficile peut-être à évaluer, difficile peut-être à reconnaître. Ils font partie de ce groupe qu'on appelle les expatriés. Aujourd'hui, on parle de mobilité internationale. On va essayer quand même de cerner ces EFE parce que c'est une force économique aujourd'hui. On va essayer aussi de voir leurs attentes, comment les aider depuis la France ou sur place, et leur lien fort avec l'Hexagone aussi qui est important. On verra ce qu'ils peuvent apporter, ce que peut leur apporter la France. Ce sont des échanges, même si c'est à l'étranger, qui sont importants. Voilà de quoi on va parler, du soft power aussi, de cette diplomatie douce que la France mène à travers ces EFE. Autour de moi pour en parler, Alain Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France, président de EFE International. On parlera de cette entité nouvelle dans la deuxième partie de notre table ronde. Vous êtes aussi le président du groupe AGS Mobilitas, qui est le leader du déménagement international et de la relocation et maintenant de la gestion documentaire. Donc on reviendra avec vous. Arnaud Vessier à ma droite, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le président de CCI France International, le réseau des CCI françaises à l'étranger, cofondateur et président du groupe international SOS, une vraie success story dont on parlera, et pionnier aussi et leader dans la gestion des risques de santé et de sécurité à l'international. C'est ça un petit peu votre cœur de métier, on en parlera. À votre droite, Jean-Luc Ruel, bonjour à vous. Vous êtes élu, vous, à l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous êtes président de la Commission développement durable et du commerce extérieur et également conseil senior, on va dire, du réseau de cabinets d'audit et de conseil KPMG pour l'Afrique francophone subsaharienne, si je ne me trompe pas. Oui. Donc on aura besoin de vos lumières. Et également CCE. Et également CCE, comité conseil du commerce extérieur de la France. Alain Taïeb, je vais vous poser peut-être la première question à propos de ces EFE qu'on va passer un peu de temps à définir. Paradoxalement, on en a entendu parler pendant la crise Covid, quand on s'est rendu compte qu'il y en a certains qui ont disparu à cause de la pandémie. Alors on en a effectivement entendu plus parler à ce moment-là, parce qu'effectivement il y avait un contexte qui permettait d'amplifier un petit peu la voix et de mettre l'accent sur des sujets qui existaient déjà. Les EFE existaient déjà, elles avaient exprimé des besoins, mais elles n'étaient pas très entendues. Lors de la crise du Covid, on a tous eu du temps à gérer et on a écouté effectivement ce brouhaha avec effectivement des entreprises qui voyaient qu'en France, de jolis dispositifs se mettaient en place pour aider et soutenir l'économie française, pour ne pas qu'elle s'effondre, et ces entreprises se sentaient un petit peu isolées et non aidées. Donc elles ont exprimé plus fortement encore, comme tout le monde, dans un mouvement de panique général, leur souhait d'aide et de support. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a, nous, le secteur privé aussi, à côté de l'État, bien évidemment, commencé à regarder avec beaucoup plus de bienveillance ces entreprises qui font partie de l'écosystème et dont on verra pendant l'émission à quel point elles contribuent et à quel point on en a besoin. Alors Arnaud Vessier, comment identifier, je crois qu'il y a un chiffre qui circule, 130 000 EFE. Je parlais du boulanger jusqu'à la multinationale, on parlera de votre exemple à vous. C'est difficile de créer un lien entre tout ça. Il y a un genre de portrait robot, il y a quelque chose qui lie tous ces EFE. Alors, je dirais que d'abord, c'est un mal français. C'est-à-dire, on n'est pas bon dans l'associatif. Là où les Anglais ou les Anglo-Saxons, la notion de club est au cœur de leur problématique. Chez nous, mettre les gens ensemble, c'est toujours plus compliqué. Ce qui fait qu'on a effectivement un très mauvais recensement des EFE. On estime qu'il y en a 130 000, comme vous venez de le dire, pour à peu près 3,5 millions de Français à l'étranger. Donc, ça montre la propension forte à l'entrepreneuriat chez les Français qui résident à l'étranger. Ce qu'il faut, c'est arriver à les amalgamer, à les recenser, à les faire vivre ensemble et à leur permettre de devenir un groupe qui poursuit des objectifs communs, malgré des activités complètement différentes, depuis le boulanger, le tourisme, jusqu'à la high-tech en Californie, où de nombreux ingénieurs français de nos plus belles écoles sont aujourd'hui installés. Jean-Luc Ruel, le fait que les EFE ne sont pas contribuables finalement en français, c'est pour ça aussi qu'ils n'existent pas aux yeux de Bercy, aux yeux de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? C'est d'abord pas tout à fait exact.
parce que la plupart de ces 3,5 millions de Français à l'étranger paient des impôts en France. Ils ont souvent des résidences. D'ailleurs, il y a un grand débat aujourd'hui sur la résidence de repli, compte tenu du nombre de crises qui existent dans le monde, la Turquie, la dernière. Donc, beaucoup sont des contribuables en France. Ils ne sont pas contribuables sur leurs activités, et encore, cela dépend des conventions fiscales qui sont passées entre les pays concernés et la France. Donc, dire qu'ils ne sont pas contribuables français est une erreur. Et se réfugier derrière ça pour ne leur apporter aucun support est une faute. D'accord, bon, on reviendra un petit peu sur les solutions que vous proposez. Cette émission va nous permettre aussi de prendre connaissance de témoignages sur le terrain de ces EFE, de ces entrepreneurs français à l'étranger. On va commencer par le premier. Il s'appelle Johan Giacinti. Il est gérant, créateur de la société Sofratesa en République dominicaine, où il est arrivé en 1979 comme coopérant militaire, diplômé d'HEC, au poste d'expansion économique. Une très très belle success story, comme on dit aujourd'hui. Il est l'un des personnages qui compte le plus aujourd'hui en République dominicaine, particulièrement dans les transports. Je vous propose d'écouter son témoignage. Je suis arrivé en 1979 en République dominicaine comme coopérant militaire attaché commercial au poste d'expansion économique. Ensuite, j'ai créé ma société de représentation, donc de grands groupes français dans la région, pas seulement en République dominicaine. On a gagné des contrats, ce qui nous a permis ensuite de développer une activité industrielle en association avec ses propres groupes et donc de nous développer de façon également autonome en association, en consortium avec ces grands groupes français. Donc, on est dans les systèmes de transport, donc métro, tramway, aéroport, téléphérique, aussi bien au niveau de la construction que du design de l'ingénierie, que de l'opération, que de la maintenance et très souvent de la concession. Donc maintenant, la société, donc, elle a grandi aussi. Elle est installée maintenant également en Colombie, en Équateur, bien sûr, en République dominicaine, à Panama. Et en ce moment, on est en train de s'installer au Mexique, au Chili et en Argentine. Et c'est une société qui a été fondée par moi et dont je suis l'actionnaire principal, enfin, je dirais le seul actionnaire depuis maintenant presque plus de 30 ans. Donc, c'est un exemple de société. Alors, ce qui m'a lancé dans ces projets, c'est effectivement le fait que je suis venu en faisant mon service militaire comme attaché commercial adjoint à l'époque. Ça m'a permis de connaître un peu le pays, de m'y intéresser et puis de connaître petit à petit, parce que bon, pour travailler dans des pays comme ça, il faut bien les connaître. Donc voilà un peu le résumé de mon parcours jusqu'à présent. L'impact sur la France d'une société comme la mienne, il est très très important parce que normalement, ce que nous faisons, donc, c'est nous détectons les opportunités, nous négocions les projets et nous rentrons comme industriels dans les consortiums en association avec les sociétés françaises. L'impact je dirais, des 15 dernières années, ça a été pour des sociétés comme Thales, comme Alstom, comme NGE, comme Poma et comme beaucoup d'autres. Oh, ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros, hein, l'impact. Parce que sinon, imaginez qu'on ait un contrat de 100 millions d'euros. Dans ce contrat, on fait peut-être 15% du projet, on a 15 millions, mais le reste, c'est des sociétés qui le font. Et donc, des sociétés françaises, à 99%, on travaille essentiellement avec des sociétés françaises. Donc, l'impact, il est gigantesque, hein, en termes d'emploi, sur l'export, etc. C'est gigantesque et c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et donc, c'est pour ça que généralement, j'ai été pendant très longtemps le président des conseillers du commerce extérieur sur la région. Et j'ai été cofondateur et j'ai été président jusqu'il y a 3 ans maintenant, également de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Donc, c'est un peu pour ça aussi. Donc, c'est parce que c'est pour notre impact sur l'industrie française et sur les exportations françaises en général. Johan Giacinti, donc en République dominicaine. Ça vous inspire quoi, Jean-Luc Ruel, par exemple, des succès comme ça? Il y en a beaucoup. Là, on voit dans les transports, c'est quand même une vraie réussite, quoi. Ouais, il y en a beaucoup. Et ce qui a été dit, notamment ce qui a été dit, c'est cette fonction d'accompagnement des sociétés françaises, que ce soit en termes d'opportunités d'affaires, hein, un gros chantier. Bon, par exemple, en Afrique, tous les opérateurs tels que Bouygues, Razel, etc., Eiffage, etc. Enfin, pour citer ceux. C'est votre terrain de jeu, l'Afrique, rappelons-le. Voilà. Tous ces gens sont accompagnés à la fois par des structures locales, hein,
sont alors accompagnés d'un point de vue commercial, d'un point de vue introduction. Alors, ça, c'est une première chose. Après, l'autre point qui est très important, il y a aujourd'hui une mode africaine. Beaucoup d'entreprises françaises sont conduites par Business France, notamment en Afrique. Ces gens doivent être accompagnés. Et là, c'est une carte que jouent très bien les CCE. Les CCE accompagnent, par exemple, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, accompagnent les entreprises qui viennent parce qu'il y a des codes à connaître, il y a des usages à connaître, et parfois ça se traduit aussi par des opportunités d'affaires entre l'opérateur local français et la structure française qui cherche à s'implanter ou à exporter. Arnaud Vessier, l'intérêt de ce témoignage, notamment, c'est de montrer qu'il entraîne tout un tas d'entreprises françaises, qu'elles soient sur place ou en France ou dans le monde, dans son sillage, quoi. C'est un succès partagé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout à fait. Quand on écoute Johan Giacinti, c'est une expérience passionnante. D'abord, c'est un aventurier, parce que quand même, République dominicaine, c'est pas la porte à côté. En 79, surtout, il n'y avait pas... En 79, et il a réussi à construire manifestement une très belle entreprise, un écosystème, et en même temps... c'est un très bon exemple de Français qui fédère les Français, puisqu'il était à la fois président des conseillers du commerce extérieur, puis président de la Chambre de commerce franco-dominicaine. Ce qui est le but quand on prend ce type de fonction, c'est de fédérer les Français qui travaillent dans le pays, les entreprises françaises, et en relation complète, comme il nous l'a si bien indiqué, avec des donneurs d'ordre ou des grandes entreprises françaises qui peuvent essayer ou réussir à exporter. Donc je dirais que cet exemple est au cœur de la problématique qu'on essaie de pousser, qui est de dire que les Français à l'étranger sont un relais tout à fait remarquable pour notre système économique en France. Alain Taïeb, notre ami Joanne nous disait qu'il était un des premiers EFE alors, dans cet ensemble de 130 000 entrepreneurs français de l'étranger, qu'il a utilisé des VIE. Il a vraiment pris tous les outils à sa disposition pour progresser, c'est ça? Alors, ce qu'il n'a pas eu le temps de dire dans ce témoignage, Johan, c'est que au-delà de son succès et de l'effet d'entraînement sur des opérateurs français qui rentrent dans la balance commerciale et qui sont des entreprises basées en France, mais sans lui, peut-être qu'elle n'aurait pas gagné certains contrats. Donc ça, c'est fondamental. Il embauche également beaucoup de Français. Donc l'emploi français, on va en parler, 130 000 EFE. Statistiquement, en gros, on a évalué à 500 000 Français sur les 3,5 millions qui travaillent dans des EFE. Donc c'est quand même à prendre en compte dans le paysage. Et l'emploi français est un contributeur, bien évidemment, au rayonnement économique de la France, à la stabilité de ces communautés qui... ayant un travail, se sentent bien dans les pays et continuent à prolonger, à être des relais dont on a besoin tous. Et donc, il embauche des Français et il a embauché des VIE aussi. Il a été l'un des premiers. Dès que nous avons trouvé une solution, on va en parler sur les VIE, il a été le premier à en prendre et pas qu'un seul. Il en a pris plusieurs. On parle de ce soft power, c'est une diplomatie douce, si on devait mal traduire en français, qui permet à la France finalement d'avancer ses pions à l'étranger grâce à l'économie. Ça en fait partie, ça. L'Allemagne et la Chine savent très bien faire ça, la France un peu moins, non? En fait, je pense qu'on a même un meilleur soft power qu'eux. Peut-être qu'on ne l'utilise pas en réalité. Voilà, c'est ça. Ces communautés, je ne sais pas s'il y a 3,5 millions d'Allemands qui irriguent comme ça le monde. Donc on a cela, c'est un avantage. On a des binationaux aussi, c'est un avantage. Des gens qui ont les deux cultures et qui nous aident également. Je pense effectivement que globalement, cette population pour nous est un atout majeur. Alors bien évidemment, elle est gérée. On a effectivement un ministère qui s'occupe des Français de l'étranger, mais on les gère administrativement. On ne les gère pas comme on gérerait une véritable force qui est utile pour le rayonnement culturel, le rayonnement historique, le rayonnement politique et le rayonnement économique de la France. Et là, effectivement, dans notre sujet à nous, le rayonnement économique, c'est fondamental. Trouver des emplois pour des Français, trouver des emplois pour des jeunes VIE et trouver des relais. Alors, on a parlé ici d'ingénierie et d'architecte, mais un cabinet comptable, un cabinet juridique dans un pays où il y a le savoir français va aider quand même quelqu'un qui arrive pour la première fois à créer son entreprise parce que quelqu'un va parler le même langage que lui sur le plan juridique et financier. Et donc, on a besoin de tous ces relais et ils sont très contributeurs au succès aussi des filiales de groupes français.
Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, c'est deux choses. Quand vous parliez de savoir-faire français, il y a aussi cette attitude qu'ont les Français. Il y a vraiment une image qu'il faut cultiver. Oui, il y a des bonnes images qu'il faut cultiver, c'est sur celle-là qu'il faut se focaliser. Je pense que notre culture, notre éducation, notre art, enfin, si on prend simplement dans les ICC, industries culturelles et créatrices, l'histoire de France, la culture française et l'art français sont des atouts énormes. Il y a des industries qui se développent, bien sûr, mais aussi il y a un moyen de valoriser notre pays et son savoir et se faire apprécier. Tu parlais tout à l'heure de l'Afrique. Nous sommes extrêmement appréciés en Afrique anglophone. Il y a eu quelques petites tensions sur quelques pays d'Afrique francophone, on les met de côté, mais globalement, nous sommes très appréciés par notre culture, notre savoir, notre ingénierie dans de nombreux pays anglophones en Afrique, par exemple. Allez, on va quitter l'Afrique pour l'Asie maintenant avec un deuxième témoignage intéressant, celui de Pierre-Jean Malgouir. Alors là, on passe sur le côté ingénierie et construction de bâtiments avec sa société Archetype, diplômé de l'INSA de Lyon, ancien VSNE lui-même. Il a travaillé aux Philippines, au Vietnam pour monter sa société aujourd'hui. Et la particularité, on en parlera peut-être après, c'est qu'il est revenu dans l'Aveyron pour gérer son entreprise depuis l'Aveyron et avoir de nouveaux marchés, notamment en Amérique latine. Je vous propose d'écouter Pierre-Jean Malgouir. On est une société qui emploie à peu près 1 millier de collaborateurs, donc architectes, ingénieurs, avec 26 bureaux dans 18 pays sur 4 continents, avec toujours un tropisme très important en Asie, puisqu'on a 14 pays en Asie, un pays en Europe, c'est la France, un pays en Afrique, la Côte d'Ivoire, et 2 pays en Amérique latine, Mexique et Brésil. Donc voilà l'histoire, c'est parti en fait d'un VSNE à l'époque. Le cofondateur de la société, François, est aussi VSNE comme moi. Lui avait atterri à Hanoï en 93 pour rénover l'ambassade de France à l'époque à Hanoï. Alors l'impact sur la France, il est important de façon indirecte parce que nous, dans nos métiers, nous sommes des prescripteurs ou des assistants à prescription, puisqu'il faut savoir qu'en tant qu'architecte, ingénieur, non seulement nous faisons des prescriptions techniques par rapport aux produits, aux matériaux utilisés dans des projets de bâtiments que nous construisons, mais nous avons aussi la chance de participer ensuite aux appels d'offres qui sélectionnent les entreprises de construction qui vont exécuter le projet et nous allons faire le suivi. Donc, cette contribution indirecte, elle est sur certains projets très importante. On se retrouve à travailler avec des sociétés françaises. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement, je dirais, privilégier l'offre française, mais quand elle est à un prix relativement compétitif par rapport aux autres offres, bien évidemment, on va privilégier l'offre française. Donc, si je prends un exemple, qui n'est pas un exemple tout récent, mais la tour Manakon à Bangkok, qui est la plus haute tour de Bangkok, est un petit objet architectural très sympathique. Nous avions, sur à peu près les 350 millions de travaux, il y avait au moins 150 millions de parts françaises, avec des sociétés comme Bouygues pour la structure, Saint-Gobain pour le vitrage, Legrand et Schneider sur les parties électriques, etc. Donc ça, c'est des contributions indirectes qui sont très importantes pour le commerce extérieur français. Ensuite, en ce qui concerne notre relocalisation en France, on n'a pas attendu très longtemps pour le faire, puisque dès 2006, c'est-à-dire 4 ans après la création de la structure, on avait déjà investi ou réinvesti en France avec le rachat d'une SARL d'architecture qui s'appelle Équateur Paris, qui existe toujours. Et ensuite, en 2019, on a aussi racheté un bureau d'études. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait envie de revenir en France, puisque c'est notre pays d'origine, mais aussi parce que c'était la meilleure opportunité pour nous de se consolider en France pour aller attaquer les marchés sur l'Afrique et l'Amérique latine. Parce que c'est vrai qu'attaquer des marchés dans ces continents-là depuis l'Asie, c'est pas forcément opérationnellement très facile. Et donc, on a décidé d'attaquer ces marchés. Et personnellement, moi, je suis rentré en France à l'été 2019, quelques mois avant le Covid, pour accompagner le développement du groupe, en particulier sur l'Afrique et l'Amérique latine. Et ensuite, on a une relation économique aussi importante, vu le nombre d'employés français que nous avons. On a à peu près une 50aine de Français au sein du groupe, qui sont employés dans des postes d'encadrement, donc qui évidemment ont chacun de leur côté souvent développé, enfin fait des acquisitions en France de biens immobiliers pour leur résidence secondaire ou leur retraite ultérieure. Ensuite, je pense qu'il y a un autre aspect qui est un aspect induit, c'est l'image française
qu'une société comme la nôtre véhicule au travers, même si nous ne sommes pas français en tant que société holding, on est français à 100%, on est perçu comme tel par l'ensemble de nos clients et sur l'ensemble des marchés sur lesquels on intervient. Donc on véhicule cette image de société française qui réussit à l'international. Voilà, un témoignage de Pierre-Jean Malgouret de sa société Archétype, très intéressant, relocalisation ici en France, d'où il pilote toutes ses activités. Arnaud Vessier, c'est peut-être l'occasion de parler de votre société à vous, International SOS, qui est devenu un géant aussi de la santé, de la gestion de risques, santé et sécurité à l'international. Comment tout ça est né, en quelques mots, hein, Alors d'abord, je trouve que le témoignage de Pierre-Jean Malgouret est tout à fait passionnant, parce que c'est un critère commun à la plupart des expatriés, et pas seulement français, mais du monde entier, c'est à un moment donné dans leur vie de vouloir revenir. Donc, et la proportion de ceux qui vivent à l'étranger, des Français qui vivent à l'étranger, et qui à un moment donné décident de revenir en France et d'y rapatrier leurs activités, est très très significatif. D'où l'intérêt de s'occuper des EFE. Et puisque vous me posez la question sur International SOS, nous c'est exactement la même histoire. L'entreprise a démarré avec le docteur Herm et moi-même à Singapour, et on s'est développé pendant 15 ans en Asie, puis beaucoup aux États-Unis. Et à partir des années 2000, on s'est implanté en Europe, et aujourd'hui on est dans 85 pays avec 14 000 collaborateurs, et on est le leader mondial dans notre secteur, qui est la gestion des risques santé et sécurité pour les salariés d'entreprise ou bien employés gouvernementaux. Et l'entreprise, aujourd'hui, j'ai ramené la holding de tête en France, et après avoir vécu 30 ans à l'étranger, je suis revenu en France en 2010. Donc je crois beaucoup au fait que les Français qui sont à l'étranger restent très très attachés au pays d'origine. Et donc on a intérêt à créer tous ces liens. Et comment les créer ? Alors on voit bien que ce qu'on a fait avec les conseillers du commerce extérieur et les chambres de commerce est clé. C'est-à-dire créer cette association qui va permettre à toutes ces Français et Françaises à l'étranger, puisque maintenant il y a de plus en plus de Françaises qui créent aussi leur groupe. On va le voir dans une minute d'ailleurs. Traditionnellement, c'était beaucoup plus... les expatriés étaient plus des hommes qui prenaient un job depuis 15 ans, et grâce à Dieu, les choses ont changé. Donc, il faut arriver à les recenser. Et dans ce cadre-là, je prendrai l'exemple de ce qu'on a fait, nous, avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire en France. Les ETI, comment les ETI. Les ETI, c'est une catégorie qui était inconnue, d'entreprises entre 250 et 5000 salariés. On a réussi à faire reconnaître cette catégorie et à créer toute une série de politiques en leur faveur. Et non seulement on l'a fait en France, mais on est en train maintenant, et d'ailleurs c'est une chose dont je m'occupe personnellement, d'essayer de créer cette catégorie au niveau européen. Avec les EFE, c'est le même concept. On est au tout début. Avec Alain Taïeb qui est à l'origine de cette idée, on veut mesurer, puisque si on ne mesure pas, si on ne connaît pas, on n'arrivera pas à les aider et on n'arrivera pas à en tirer parti pour le commerce extérieur français et pour l'économie française. Alain Taïeb, justement, ça vous inspire quoi ce témoignage ? Vous me disiez c'est un EFE, mais qui du coup donne du boulot à 50 Français, donc on est vraiment dans un cas... multinationale presque. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, une moyenne de 3 Français par EFE, un demi-million, mais lui, à lui seul, il en a 50. Je ne sais pas combien Arnaud en a dans le monde entier, mais ils sont... On doit en avoir de 3 000, oui. Voilà, donc... sur 15 000. Sur 14 000. 14 000. Donc, oui. notre chiffre de 500 000 est très conservateur. Et ça, c'est très positif parce qu'effectivement, ça facilite beaucoup de choses. Un couple qui part... l'un des deux a un poste, le conjoint trouve un poste sur place dans une EFE. Ça contribue à la stabilité, à la réussite des deux côtés, et de l'EFE et du rayonnement économique de la France. Donc la création d'emplois est fondamentale, faire en sorte que les Français de l'étranger, et là je rejoins un peu la préoccupation des élus consulaires, que les Français de l'étranger soient heureux. Et on est heureux déjà dans un premier temps quand on a un job et une carrière professionnelle. Donc ça, c'est très positif. Alors, effectivement, moi, j'aime bien la comparaison qu'Arnaud vient de faire avec les ETI.
Ça a été un long combat. Bon, on va essayer de faire plus vite cette fois-ci, qui avait été commencé par Yvon Gattaz à l'époque. C'était effectivement faire en sorte que cette catégorie d'entreprise soit identifiée, reconnue et bénéficie d'aides publiques, ce qui a été le cas. On aimerait effectivement que pour les EFE, ça soit pareil et que leur contribution soit reconnue. Alors, le secteur privé en est conscient, les élus consulaires en sont conscients, les sénateurs et les députés en sont conscients. Il faut simplement qu'on puisse maintenant convaincre le gouvernement et celui qui a effectivement en main l'avenir du pays de mettre en place des politiques qui leur soient spécifiques. Mais le travail, pour le reste, est fait. Les élus consulaires nous ont rejoints massivement, vent debout sur ce projet-là, parce que les élus consulaires ont la responsabilité du suivi des 3,5 millions de Français à l'étranger, dont les EFE, dont le demi-million de salariés. Donc voilà, et ce travail, on l'a entamé, les résultats sont bons, vont très vite. J'étais impressionné, moi, de la façon dont l'ensemble du système nous rejoint sur ce projet. Jean-Luc Ruel, est-ce qu'on est encore dans le cas d'un EFE, puisque Pierre-Jean Malgouir l'explique depuis 3 ans, 4 ans, depuis juste avant le Covid, il est rentré chez lui en Aveyron, il pilote sa boîte de France. Est-ce qu'on est toujours, est-ce que l'EFE finalement c'est aussi la personne qui a un lien avec l'étranger, a une boîte à l'étranger, même s'il est en France? Comment vous définiriez ça? Moi je pense qu'on est quand même dans le cas d'un EFE et on a beaucoup d'expérience de ce type-là, c'est-à-dire moi-même, j'en suis un exemple parce que tout à l'heure, vous avez cité mes qualités de KPMG, mais je suis aussi patron d'un family office. Et il y a une tendance pour chaque EFE implanté dans un pays à l'étranger à revenir à un certain moment, à créer une entité, etc., et à faire un bridge avec les activités qu'il a à l'étranger. Donc ça fait partie de la fertilisation que ces EFE réussissent à accomplir. L'autre point intéressant, il dit... quand il y a une entreprise française et une allemande, une anglaise, je vais plutôt prendre la française si elle est bonne, finalement. Donc, oui, il y a une préférence. Il y a ce côté-là, ouais. Les anglo-saxons savent peut-être mieux le faire, ça, il le disait à un moment dans l'interview, que nous. Quoi. Absolument. C'est tout l'objectif, en fait, de cette initiative, c'est de fédérer les Français. On a besoin de le faire parce que les anglo-saxons sont remarquables, ils le font dans tous les domaines. Mais la demande des Français à se fédérer entre eux est très forte. C'est vraiment, il faut donner les outils qui vont permettre de réussir. C'est compliqué. Les chambres de commerce françaises à l'étranger ont aujourd'hui un grand nombre d'EFE parmi leurs membres. Et l'un de nos objectifs pour les 125 chambres de commerce dans le monde est aujourd'hui d'augmenter de façon significative la proportion d'EFE. Et comme ça, les amalgamer à nos grands groupes, à nos PME et ETI, qui sont les membres traditionnels de nos chambres à travers le monde. Allez, vous parliez d'expatriation féminin. On y vient tout de suite avec un autre témoignage, le 3e de cette émission. Isabelle Jaouane, qui a monté un atelier de chocolat à Dubaï. Alors, on est dans le domaine du luxe, ancienne juriste, reconvertie donc aujourd'hui au Moyen-Orient, là où elle a rencontré son mari il y a pas mal de temps. Elle va nous expliquer un petit peu qu'aujourd'hui, elle distribue ses produits, notamment au Dubai Mall, et puis auprès de compagnies aériennes et d'hôtels 5 étoiles. Voilà. Isabelle Jaouane, son témoignage. Je suis une ancienne juriste qui s'est reconvertie en fait dans le chocolat de façon très, très circonstanciée. J'étais déjà au Moyen-Orient au titre de mon ancienne carrière dans les années 95-96, où j'étais basée donc à Dubaï et à Téhéran également. Et il s'avère qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chocolat, parce que ça reste quand même beaucoup dans la culture du Moyen-Orient, mais il n'y avait pas vraiment de chocolat haut de gamme. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas commencer à monter un petit atelier? C'est ce qu'on a fait. On a fait venir donc des chocolatiers, des chefs, et on a commencé tout petit en montant un atelier avec nos recettes, un savoir-faire français pour faire déguster un petit peu aux gens du Moyen-Orient et Dubaï évidemment au départ, ce que l'on appelle vraiment le chocolat à la française, c'est-à-dire fait main, de façon artisanale, et non pas le chocolat qui existait déjà sur le marché, qui était plus un chocolat industriel emballé. Et puis ensuite, on s'est développé en mettant une autre activité aussi dans notre groupe, qui est tout ce qui est packaging, tout ce qui est boitage. Donc ça aussi, c'est un savoir-faire que l'on a développé dans les Émirats.
Et voilà, et maintenant, nous, je dirais que évidemment, la société a grossi. On part à l'export aussi également, ce qui est encore une autre démarche. On fournit également les Maldives, les Seychelles, l'Afrique aussi, qui commence à être un marché qui se développe. Et évidemment, les pays, je dirais, régionaux, Koweït, Qatar, Arabie, qui sont évidemment plus proches de nous. En ce qui concerne l'impact sur la France, c'est sûr que on a gardé des liens forts avec la France au travers déjà des matières premières que l'on importe, puisque que ce soit la crème, le beurre, le chocolat, tout ça est importé au travers d'entreprises françaises comme Elevir et bien d'autres. Donc ça, c'est important. Je dirais que l'ensemble des machines que nous avons sont des machines françaises également. Au niveau des ressources humaines, les postes clés sont aussi occupés par des Français. Donc ça, c'est aussi important de continuer à bien relayer, je dirais, le côté français au travers de notre activité. Le montage d'une structure avec un partenaire étranger devait se faire au travers ce qu'on appelle un sponsor, qui obligatoirement devait détenir 51% de votre capital. Et donc, c'était, même si on passait des accords, je dirais, de ce qu'on appelle de sponsors muets, ou en tout cas, il fallait malgré tout s'assurer que ça se passe bien, parce que devant la loi, il détenait 51% quand même des actions. Alors ça a été un point un peu compliqué. Ensuite, je dirais que l'activité, elle a été difficile parce qu'il n'y a pas d'outils véritablement financiers disponibles dans les Émirats, que ce soit à cette époque ou je dirais même encore aujourd'hui. Les banques retail ne sont pas véritablement formées pour pouvoir aider, je dirais, des petites entreprises. Donc, en termes de trésorerie, ça a été compliqué. En termes de développement, bien évidemment, ça ralentit le développement quand vous n'avez pas, je dirais, de possibilités de financement. Donc, ça a été, je dirais, un petit peu la complexité, je dirais, de ce que l'on a pu rencontrer dans les Émirats aujourd'hui. D'abord, la France, c'est mon pays, donc évidemment, c'est très important. On y retourne très, très, très souvent. Mes enfants, mes deux garçons, Charles et Louis, étudient en France. Ils ont d'ailleurs fait une partie de leur scolarité en France. Ils souhaitaient d'ailleurs, même pour passer leur baccalauréat. Donc oui, on y vient souvent. Voilà, il n'y a pas que des influenceurs bling bling à Dubaï, il y a aussi Isabelle Jaouen et son atelier de chocolaterie. Jean-Luc Ruel, pour revenir à vous, je vous vois plonger dans vos notes. Là, on est vraiment dans le rayonnement de la France à l'étranger. Alors, il y a l'image du luxe qui colle à la pas France. Seulement, on pas porte, seulement, si vous voulez, on porte, par exemple, en Afrique, on porte la francophonie. On porte la francophonie, on est responsable de la francophonie, et les Français en sont implantés en Afrique, en sont bien conscients. Par là, on touche à l'éducation, les lycées français, les écoles françaises, qui sont souvent des initiatives donc, de Français. Et par là, on renforce l'impact sur la francophonie. Bon, et tout à l'heure, ça a été évoqué, l'histoire, la culture française, etc. Tout ça est apporté et supporté par les communautés françaises et les EFE qui sont dispersées dans le monde. Alors ça c'est une contribution effective, non mesurée et complètement ignorée. Il y a deux choses à l'intérieur. Le Made in France, on comprend tous ce que c'est, et le Made by France. Là, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce sont des Français qui font à l'étranger avec leur savoir-faire, avec l'expérience, leur culture, tout ça, quoi. J'amène avec moi, je suis jeune, diplômé d'une école ou d'une formation universitaire, j'ai les poches vides, je ne suis pas encore fabriqué, je vais dans un pays, j'amène avec moi mon cerveau et ce que j'ai appris. Et donc ce que je vais construire, ce que je vais faire, va être influencé par l'école de la République, la façon dont j'ai été façonné, et c'est ça que je vais resservir, et c'est ça qui va être apprécié. Donc le Made by France, c'est ce qui est fait par l'esprit de la France, par l'éducation de la France, par des jeunes ou moins jeunes qui ont été éduqués en France et qui vont, dans l'ingénierie qu'on a vue tout à l'heure ou l'architecture qu'on a vue tout à l'heure, sont des ingénieries ou des architectures de France. Je vais vous donner un exemple. En RDC, au moment du Covid, un ami à moi, chef d'entreprise... République démocratique du Congo. Pardon, oui, République démocratique du Congo. Il y avait une EFE en RDC, donc, qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui servait les parapétroliers français. Cette entreprise était en difficulté à cause du Covid
Et ça gênait énormément les pétroliers français, parce qu'arriver dans un pays et ne pas avoir de relais sous-traitants qui soit complètement compatible avec la technologie française, c'était un manque. Donc avoir quelqu'un qui connaît parfaitement les outils et la technologie française va aider d'autres entreprises à pouvoir se développer, à gagner des marchés sur place. Donc le Made by France, c'est effectivement quelque chose qui est fabriqué n'importe où dans le monde à travers le savoir français. Les EFE en sont effectivement les fers de lance. Voilà, je précise qu'Isabelle Jaouane, je ne sais plus si elle dit dans le reportage, qu'elle est finalement la seule société française à avoir été qualifiée pour l'Expo 2020, l'Expo mondiale qui s'est tenue à Dubaï, donc qualifiée par le gouvernement, c'est quelque chose à saluer. Arnaud Vessé, il n'y a pas que les métiers de bouche, on pense souvent au resto, aux chocolateries, aux pâtisseries. Il y a aussi, vous parliez de l'exemple de la Californie, dans la tech, la Silicon Valley, et ce n'est pas à négliger, ça c'est une force de frappe importante. Les entreprises françaises à l'étranger sont tous secteurs. Et moi je connais bien Singapour pour y avoir vécu 14 ans, je connais bien les États-Unis, c'est notre premier marché, c'est là où on a plus de 4000 personnes qui y travaillent, et la Californie où j'avais vécu avant de créer International SOS, on y voit des Français partout. À Singapour, des Français qui créent des entreprises de technologie, il y en a un nombre tout à fait important et qui augmente régulièrement. En Californie, vous avez une espèce d'écosystème d'élèves de nos grandes entreprises, de nos grandes écoles de maths, des X, des centraliens, etc., qui se retrouvent entre eux et qui sont totalement dans l'entrepreneuriat de la Silicon Valley. Donc, il faut complètement élargir ce concept des EFE. D'abord, à un monde qui s'est totalement élargi. L'Asie du Sud-Est est devenue un vrai joueur pour nous. Les États-Unis, bien sûr. La Grande-Bretagne, où vous avez la Grande-Bretagne est en avance sur la France en termes de développement digital, et vous avez énormément de Français qui sont implantés en Grande-Bretagne. Heureusement, maintenant, beaucoup d'entre eux sont en train de revenir en France post-Brexit. Merci Boris Johnson. Mais c'est donc un milieu qui est extraordinairement divers et qui est tout à fait remarquable parce que c'est plus compliqué de créer son entreprise à l'étranger que de la créer en France. Pourquoi ? Quand vous créez votre entreprise en France, vous avez un écosystème, ce qu'on appelle friends and family. Vous avez la famille, les amis qui vont vous aider à financer votre entreprise au début. Vous connaissez des tas de gens, vous avez des capacités de parler à des fonds de venture capital, à des banques, etc. Quand vous êtes à l'étranger, vous arrivez et la connaissance du pays est évidemment au début très faible. Alors il y a deux mécanismes qui fonctionnent très bien pour démarrer. Le premier, c'est le mécanisme des VIE. Là, c'est vraiment une invention française, remarquablement gérée par Business France, par les chambres, par les conseillers du commerce extérieur, qui permet d'avoir des jeunes de grande qualité qui viennent s'implanter dans le pays et à un âge où on est une véritable éponge, donc on s'approprie la culture très vite. Et puis, nos différentes organisations, les chambres de commerce où on a des business centers dans un grand nombre de pays et qui permettent d'amalgamer tout de suite ces jeunes qui vont se retrouver avec un écosystème de gens qui sont dans la même position, essayer de développer du business dans le pays dans lequel ils sont implantés. Jean-Luc Ruel, difficile de quantifier ces EFE par rapport au rayonnement de la France. Je crois que c'est le patron d'Intel qui disait tout ce qui ne se mesure pas ne compte pas. Donc, là, on est là-dedans, mais on sent bien qu'il y a quelque chose quand même. Je vais vous dire une anecdote. Je suis donc conseiller élu des Français de l'étranger localement, en Côte d'Ivoire, et président du conseil consulaire. Et dans nos attributions, s'inquiéter de la situation des entreprises françaises, c'est un élément. Et donc j'ai organisé il y a quelques mois un conseil consulaire sur la situation des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Donc j'avais invité la Chambre de commerce française, j'avais invité une ou deux associations, Eurocham, les conseillers du commerce extérieur, Business France et le conseiller économique près l'ambassade. Et là, j'ai demandé aux représentants de Business France à combien il évaluait les entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Il a réfléchi. Il a dit il y a 200 groupes français installés en Côte d'Ivoire, à travers 2 filiales. Et puis, bon, il y a bien 500 entreprises françaises à côté. Ça fait 700. À la louche. À la louche. J'ai demandé au président de la Chambre de commerce française combien.
Il a dit, moi j'en ai 1000 encartés chez moi. J'ai demandé à l'association qui était à côté, j'en ai 500, Eurocham 300, etc. Bon, enfin bref, on est arrivé simplement en 5 minutes. En additionnant tout. En additionnant, bon, en recoupant, etc. On était à 2000 versus 700 perçus par notre institution française, Business France. Ouais, ça montre un peu quand même. Le gap, le fossé qu'il y a entre la réalité et la perception. Et entre la perception quand même de l'administration, parce qu'on est en Business France, entre la perception de Business France, de nos institutions, de ce qu'est la véritable population des entreprises françaises à l'étranger. Alain Tayeb. On dit sur cela, j'ai vécu longtemps au Cap et je n'avais pas fait attention en Afrique du Sud, à Cape Town. Je n'avais pas fait attention à cet écosystème. Et quand je m'y suis intéressé récemment, eh bien, on a récupéré un fichier avec 200. Le Cap, ce n'est pas la capitale de l'Afrique du Sud. 250 EFE à Cape Town simplement. À Cape Town simplement. Dans tous les domaines. Donc, nouvelles technologies, ingénierie, beaucoup de restaurants, beaucoup de tourisme, beaucoup d'industries diverses et variées. Mais enfin, 250. Et j'avais le listing que je ne pouvais pas utiliser, puisque aujourd'hui, avec les règles RGPD, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, mais c'était assez impressionnant sur une seule ville d'un pays dans un continent. Voilà, ça traduit aussi, excusez-moi, vous ne m'avez pas donné la parole. Prenez-la. Mais ça traduit encore un peu notre mal français que vous évoquiez tout à l'heure. On vit malheureusement en silo. Donc on a un silo, c'est l'administration, c'est le service économique, c'est Business France, BPI également. Et puis on a nos organisations qui ne se parlent pas forcément. Donc chacun travaille de son côté. Donc vous parliez du défaut de qualité d'association chez les Français. Il faut faire quelque chose. Et donc cette initiative, outre le recensement, mais l'agrégation des intérêts de ces personnes-là est essentielle. Il doit être mise en valeur au travers de cette initiative. Alors cette initiative, la transition est toute faite, merci. Alain Tayeb, c'est EFE International, EFEI. C'est un ensemble que vous avez voulu créer pour recenser. Qu'est-ce que c'est exactement? D'où vient la genèse du projet? Ça ne date pas d'hier, ça on peut le dire. C'est un des outils. Ce n'est pas l'outil universel, c'est un des outils dont on a besoin. Mais avant de le développer, simplement les 130 000 EFE dont on parle, donc on voit bien qu'elles existent. On dit qu'on est 120 à 125 000 entreprises françaises PME à l'international en France. Et on pleure sur cela par rapport aux Italiens qui sont 250 000, les Allemands 400 000. Mais si on regroupe les deux, si on prend nos 130 000, nos 120 000, on a 250 000 acteurs de l'économie française, soit depuis la France, soit sur place. Donc, il suffit simplement de les incorporer, de le dire et de les inclure. Alors, EFE International, pour répondre à la question, c'est un des outils. Les EFE, on a commencé l'émission sur cela, on les a beaucoup plus entendus dans le silence économique diabolique des premiers jours, des premières semaines du Covid. Un silence assourdissant. Oui, parce qu'on était tous chez nous à travailler à distance, on avait le temps de réfléchir. Et donc on les a entendus plus, mais en fait elles parlent depuis très longtemps. Et moi, conseiller du commerce extérieur de la France depuis très longtemps, j'ai rencontré beaucoup de CCE qui étaient donc désignés par l'État, nommés par décret, et qui étaient pourtant des EFE. Donc l'État reconnaît quand même l'entrepreneur français à l'étranger, puisque le chef d'entreprise est nommé conseiller du commerce extérieur, certains même présidents de leur comité, et qui lui disaient « mais moi je suis dans l'ingénierie, j'aimerais faire venir des ingénieurs VIE et je n'ai pas droit parce que les textes ne m'y autorisent pas ». Donc effectivement, l'aspect juridique étant là, l'entrepreneur a par définition une créativité et un degré de liberté supérieur à ce que l'État peut avoir. On passe notre temps, nous, à chercher des solutions nouvelles sur des problèmes nouveaux. On est donc nécessairement créatif et on s'est dit, puisque vous voulez une structure juridique pour pouvoir envoyer des VIE, créons-la. Et donc on a proposé à ce moment-là au gouvernement français, c'était le ministre Le Drian qui était aux Affaires étrangères avec Franck Riester, on leur a proposé de créer une structure de façon à ce que l'entité juridique existe et que les VIE, qui sont envoyés dans une structure française qui elle-même les envoie à l'étranger, que cette structure juridique puisse envoyer des VIE vers les EFE avec un lien inversé, c'est-à-dire que l'EFE prenant une action symbolique dans l'EFE. Voilà. Le lien juridique est créé. C'est une part, quoi. Une part. Le montage ressemble à quelque chose. Cette structure française pouvait recevoir les contrats, les signer, les factures de Business France. On a travaillé avec Business France la main dans la main. Ils ont été très créatifs à partir du moment où Le Drian a dit « allez-y ». Et on a créé cette entreprise dans le but d'ouvrir la voie des VIE vers les EFE.
beaucoup de travail. Ensuite, on a fonctionné en pilote. On a commencé à avoir les premières EFE qui rentrent au capital, les premiers VIE recrutés. Puis maintenant, on en est, je crois, à une trentaine à peu près qui sont partis ou qui sont sur le départ. Et on a déjà 25 EFE qui nous ont rejoints. On n'est plus en phase pilote. L'entreprise existe. Tout a été rodé et amélioré. Et donc maintenant, on passe, comme on dit dans l'industrie, à l'échelle industrielle. Donc maintenant, il faut que des dizaines et des dizaines d'autres EFE manifestent cette appétence pour des VIE, et ça sera faisable. Un travail admirable entre l'État et nous sur ce sujet. Encore une fois, la crise du Covid a créé un environnement, puisque Business France voyait le nombre de VIE qui était de 10 000 par an, c'était spectaculaire, passer en l'espace de quelques mois à 7 500. Donc tout le monde avait peur de tout, et tout le monde était très créatif, et tout le monde était très réceptif. Et c'est là qu'effectivement les idées ont pu être mises en place. Voilà, c'est un succès, mais on ne va pas révolutionner le monde avec ça. Il y a beaucoup d'autres choses. On parlera du financement, notamment des EFE. Arnaud Vessier, ce qui a été compliqué aussi, c'est de mobiliser les deux grands réseaux, le vôtre, les CCIFI, et les conseillers du commerce extérieur pour monter à bien cette EFE internationale. Alors, juste pour revenir sur une seconde sur les VIE, parce que c'est une initiative à laquelle je crois particulièrement, d'autant plus que dans notre cas, pour International SOS, on est deux cofondateurs, et l'un des cofondateurs est un ancien. À l'époque, ça s'appelait VSNE, mais c'est la même chose. Est un ancien VSNE, et c'est lui qui a eu l'idée. Donc c'est vraiment parce qu'il était à l'étranger à l'époque en Indonésie qu'il a eu cette idée de monter un service médical intermédiaire entre l'hôpital et puis les pratiques privées de médecins en Asie. Donc, et dans notre cas, à l'arrivée, ça a créé un grand groupe à terme. Donc, et la France qui manque d'esprit international, grâce au VIE, on projette cette internationalisation. Et ça permet aussi, en général, d'apprendre l'anglais, qui est quand même un des défauts terribles de notre système éducatif, c'est de sortir des jeunes qui parlent mal l'anglais. Alors, le rapprochement de ces deux réseaux. Question sur le rapprochement des deux réseaux. Alors, les deux réseaux, d'abord, fonctionnent de façon très, très proche, puisque avec Alain Batéja et Tayeb, depuis des années, on a vraiment mélangé les deux réseaux. C'est-à-dire que les conseillers du commerce extérieur sont au conseil d'administration des chambres, et les présidents de chambres sont systématiquement au conseil d'administration des conseillers du commerce extérieur. Donc il y a vraiment une collaboration extrêmement étroite, et c'est ça qui a amené à cette initiative où on s'est dit qu'il fallait que les deux grands représentants de la communauté d'affaires, les chambres qui sont en charge de représenter l'ensemble des entreprises, et les conseillers qui sont des conseillers du gouvernement français, que ces deux grands organismes devaient porter le projet en commun. Et en le portant en commun, c'est eu une influence considérable, et le projet est passé, alors que ce n'était pas évident, parce qu'il y a des années que ça bloquait. Donc, mais la puissance des deux réseaux, quand ils sont mis ensemble, est considérable. Jean-Luc Ruel, le risque, c'est pas de créer une marque supplémentaire, une étiquette de plus, EFE international, après tout ce qui existe déjà, quoi. Non, il n'existe pas grand-chose. Il n'existe pas grand-chose. Donc on n'a aucun risque à faire autre chose. Non, c'est très important, parce que là encore, la France a essayé de faire quelque chose pour les entreprises françaises, par exemple en Afrique, à la suite pas pour les entreprises françaises, pour les entreprises en Afrique, à la suite du Covid. Elle a mis en place, au travers de la Proparco, un fonds qui s'est appelé... Proparco, c'est la filiale tournée vers le secteur privé de l'AFD. Voilà. Agence française de développement. Agence française de développement, excusez-moi. Donc, ils ont mis un fonds qui s'appelle Choose Africa Resilience, un fonds de 20 ou 25 millions d'euros. Problème, c'était ouvert à toutes les entreprises. Problème, c'était géré par les banques. C'était les banques qui décaissaient avec l'aval de la Proparco. Et donc, ça s'est traduit par un échec complet. En fait, l'intention première de la Proparco et de l'AFD, c'était d'aider les entreprises françaises. Mais elles n'ont pas été suffisamment claires, elles n'ont pas défini un bon dispositif bien adressé, et ça a été un échec. Alors ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est une approche un peu administrative des problèmes, même si l'AFD,
quand même assez... Sur le terrain. Ouais, sur le terrain, etc. Mais bon, c'est resté un peu administratif. On n'a pas intégré les réflexions des chambres de commerce, des conseillers du commerce extérieur, etc. Si ça avait été fait, ça serait bien mieux passé et ce fonds aurait été utilisé à dessein. Hein. Oui. Allez, on va prendre le 4e témoignage tout de suite avec Antoine Detry. Il est à Londres, lui, et a créé toute une série de crêperies. Hein, il va nous raconter ça. Il se voit comme un ambassadeur de la culture française, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous propose de regarder son témoignage. Ça remonte un petit peu de temps puisque je suis le créateur et le directeur des crêperies La Petite Bretagne, que j'ai créé maintenant il y a plus de 12 ans à Londres, au Royaume-Uni. Avant cela, je travaillais à Paris dans un cabinet de conseil avec un parcours plutôt commercial, école de commerce au préalable. L'impact de ma société sur la France, je le vois plus comme un vecteur de rayonnement, puisque ce que nous apportons au quotidien à notre clientèle anglaise, c'est vraiment une image de la France via sa gastronomie. Nous sommes des crêperies bretonnes, mettant en avant donc, des produits bretons, que ce soit à travers la crêpe, la galette, le cidre, mais aussi tout un environnement, des serveurs qui parlent français, une musique française. Donc nous, on se voit un petit peu comme quelque part un ambassadeur de la culture française en venant proposer au Royaume-Uni des choses qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on a une relation économique avec la France qui est toujours présente, puisque on importe beaucoup de choses depuis la France, que ce soit des palettes de cidre breton ou de farine de sarrasin, des conserves de la belligoise. Il y a beaucoup de produits uniques que l'on fait venir de France, et on a aussi des relations humaines avec des employés qui viennent de France pour venir travailler chez nous. Mes enfants, aujourd'hui, ma famille, ma vie, on va dire, est à Londres, et il n'y a pas de raison que ça change dans un futur proche. Mais on a quand même cette facilité à retrouver la France, qui est, je me sens quand même très français dans mes racines. D'ailleurs, la société que développée en est le premier témoin. J'ai un lien très fort, un attachement très fort avec la France. Et je suis content, de par mon métier, de par mes activités, de contribuer un petit peu à faire rayonner cette France-là au Royaume-Uni. Voilà, intéressant comme témoignage. Ça rejoint notre ami qui faisait du chocolat à Dubaï, le rayonnement de la France, ce lien avec la France à travers les produits, à travers le savoir-faire. Arnaud Vessier, ce qui est important de dire par rapport à cet organisme EFE international, c'est que vous n'êtes pas là pour tendre la main, quoi, pour demander des fonds supplémentaires. C'est pas l'objet. Non, mais d'abord, le témoignage donne faim, donc oui, ça, oui. Ou peut-être soif même. Tout à fait. L'objectif, c'est de fédérer l'ensemble des Français qui ont créé leurs entreprises à travers le monde. Ce n'est pas de demander de l'argent à l'État. D'ailleurs, en général, je dirais que ces entrepreneurs sont plutôt dynamiques et indépendants et ne recherchent pas des subventions. En revanche, que le lien soit formalisé est absolument essentiel. Et les liens, c'est toujours, enfin à mes yeux, il y a deux moyens. Il y a un moyen juridique et un moyen associatif. Avec les conseillers du commerce extérieur, on a créé le lien juridique, puisque maintenant Business France peut porter un VIE à travers cette association EFEI, EFE International. Et le juridique gouverne le monde. Hein, s'il n'y a pas de système juridique en place, on peut avoir les meilleures intentions, rien n'arrive. Et puis, le deuxième, c'est le lien associatif, pour que derrière, une fois que le lien juridique a été créé, on mette les gens ensemble. Donc, voilà ce qui a été ce qu'on a cherché à faire. On n'est pas là pour essayer d'obtenir des subventions particulières, au contraire, mais en tant qu'association, et je crois qu'Alain Taïeb peut en parler de façon très, très précise, c'est l'idée de les aider à lever des fonds. C'est ça, Alain Taïeb, c'est un accès par exemple à des financements, à un fonds d'investissement qui sera dédié aux EFE à travers cet organisme. Comme l'a dit Arnaud, enfin, on est nous tous fabriqués pour l'indépendance. On est des entrepreneurs très indépendants et on trouve nos solutions, on les invente nous-mêmes. Donc on n'est pas là effectivement à quémander de l'État des aides. On doit être capable de créer nos richesses nous-mêmes et les solutions de nos problèmes nous-mêmes.
Et c'est parce que nous sommes ainsi que nous pouvons construire des solutions pour ce réseau d'EFE sans demander forcément l'aide de l'État. Parce qu'encore une fois, on comprend que l'État ne puisse pas abonder aussi facilement et aussi directement vers des EFE qu'il ne le fait pour des entreprises qui sont fiscalisées en France. C'est tout à fait logique. Donc c'est la raison. Mais le problème de l'EFE, il existe quand même. On ne peut pas lui dire simplement l'État français n'est pas habilité à mettre en place des dispositifs pour toi à l'identique de ce qu'il a fait en France avec le PGE pendant la crise. Bon, mais par contre, le problème, il existe. Essayons de le régler ensemble. Et l'associatif permet effectivement, enfin moi je vis aussi dans un pays anglo-saxon comme Arnaud, donc on est invité toutes les semaines à des charities, des réunions, on lève des fonds pour tout et n'importe quoi. On est capable de le faire nous aussi, de lever des fonds pour aider des gens qui sont en crise ponctuellement, mais lever des fonds aussi pour des gens qui ont le vent en poupe, qui sont en train de réussir et qui ont besoin d'argent, mais qui ne peuvent pas dans le pays où ils opèrent bénéficier d'un réseau comme ils en auraient eu un en France. Donc être capable d'apporter du soutien financier à des gens qui sont en train de créer de la valeur et de la richesse qui ruissellera bien évidemment sur la France. Donc voilà, on est plutôt de cette culture. L'État français, on lui demande simplement de reconnaître le bien fondé de ces entrepreneurs et leur contribution au succès de la France et d'aider de ce point de vue-là à l'amplifier. Voilà, ce qu'on lui demande, voilà, c'est plutôt d'aller décorer, remercier, féliciter des gens plutôt que de faire des chèques. Alors les VIE, quand même, c'est un investissement de l'État. Les jeunes qui partent sont salariés par Business France. La conception est de l'État, bien évidemment, et il faut lui accorder le crédit, mais le coût final est payé par l'entreprise. Voilà. Au contraire, ça rapporte à l'État. Finalement. Non, le VIE, ça apporte. Business France étant une agence de l'État, qui d'ailleurs, grâce à ça, gère ce réseau de façon tout à fait remarquable, mais c'est totalement autofinancé. Il n'y a aucune subvention derrière les VIE. Ce qui est en revanche, c'est le fait que l'État français passe des conventions avec les États dans lesquels les VIE vont s'implanter, de façon à ce que le statut juridique et fiscal très spécifique des VIE soit accepté par le pays d'accueil. Jean-Luc Ruel. Oui, moi je voulais dire, on ne demande rien, les EFE ne demandent rien. Mais de surcroît, ce recensement est très important. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de profiler les entreprises EFE et de constater par exemple que ces entreprises ne contribuent pas autant qu'elles le pourraient au commerce extérieur de la France. Vous avez trouvé une entreprise qui achète de l'huile à la Turquie, etc. Personne ne s'est posé la question, personne ne s'est interrogé, pas forcément l'EFE, il a vu passer quelqu'un qui est venu lui vendre de l'huile. Donc en fait, ça va permettre de cibler des créneaux pour lesquels le commerce extérieur de la France pourra intervenir efficacement. Et ça, il y aura une grosse matière, au travers de ce recensement, il y aura une très grosse matière à exploiter et ça va permettre également donc, de réveiller des exportateurs potentiels français. Oui, donc c'est quelque chose qui va relativement loin et naturellement, compte tenu de ma fonction de président du développement durable et commerce extérieur à l'AFE, le problème du commerce extérieur, ça me concerne, enfin ça nous concerne tous. Hein. Et là, c'est un des moyens assez faciles, mais il faut passer par cette case recensement et un recensement efficace naturellement. En sachant que le sujet numéro un d'un entrepreneur, qu'il soit français à l'étranger ou qu'il soit français en France, c'est qu'il n'a pas de temps. L'entrepreneur est pris parce que c'est un métier qui vous prend 24 heures sur 24. Donc c'est leur démontrer que le temps qu'ils vont consacrer à la chambre de commerce va leur rapporter quelque chose en termes d'opportunités et en termes d'ouverture au monde. Allez, dernier témoignage, on parlait de VIE, voici un ancien VIE qui nous parle depuis Berlin, il s'appelle Nicolas Retournard, ingénieur en bâtiment, il est parti en volontariat international entre entreprises à Prague puis à Berlin, il est repassé par Lille, il va nous raconter tout ça. Aujourd'hui, il est notamment dans la promotion immobilière et la rénovation d'appartements, il parle beaucoup du lien avec la France. Nicolas Retournard, on l'écoute. La part française de notre activité sur la gestion de projet, c'est déjà 80%, donc c'est une part qui est quand même assez considérable. Ce sont notamment des promoteurs français qui ont besoin d'un accompagnement local et de compréhension culturelle du développement de projet. Ou alors ce sont des promoteurs allemands, mais qui ont des investisseurs français en face.
Donc sur la partie gestion de projet, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse aller encore plus loin, mais si c'était le cas, j'en serais le premier ravi. Sur la partie rénovation d'appartements, aujourd'hui, 60% de nos clients sont des clients internationaux. Sur ces 60%, on a à peu près 50% qui sont des clients français. Et donc, c'est déjà une part qui est assez considérable également. Par contre, ce qui va peut-être arriver à moyen terme, c'est l'accompagnement de clients allemands vers la France, puisqu'on a déjà des premières demandes justement d'investisseurs allemands qui nous demandent conseil pour rentrer sur le marché français. Alors les liens avec la France, que ce soit d'un point de vue professionnel avec Under Construction, ils sont toujours très forts. On l'a vu tout à l'heure, la majorité de nos clients sont français ou à intérêt français, ce qui fait que forcément on a des relations économiques fortes avec la France. Et d'un point de vue privé, je suis marié à une Française, j'ai eu des enfants ici en Allemagne qui sont tous les deux français. Et donc, on a aussi toute la famille qui se trouve encore du côté de Nantes et du côté de Nancy. Donc, on est vraiment sur l'ensemble du territoire aussi français. Et on y revient régulièrement et avec l'envie à moyen terme d'investir également en France. Voilà, Nicolas Retournard, donc témoignage depuis Berlin. On voit bien ce lien, je vais peut-être poser la question à Alain Taïeb, avec la France. Lui, il y a des clients français qui viennent investir à Berlin. Il envoie ses clients allemands investir en France. On est vraiment dans un lien fort, là. Je pense qu'il vient reconfirmer tout ce que l'on dit depuis le début de cette émission. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où son cerveau est connecté France, fabriqué France, made by France, et qu'on a un amour et un lien avec la France, eh bien, les choses se mettent en place directement. Je pense qu'ils ont créé une association à Berlin, me semble-t-il, d'une centaine d'EFE, ou d'une centaine d'architectes, je crois, dans toute l'Allemagne, me semble-t-il, et ils travaillent ensemble et ils se confient des missions, ils se confient des leads, etc. Donc il y a déjà cette association qui se crée dans un métier précis, dans une communauté précise. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est de la rendre générale et mondiale. Donc voilà, c'est un exemple supplémentaire. On pourra en faire défiler 50, 100 ou 200. On n'arrêterait plus, mais je pense qu'on en a suffisamment pour être convaincu du rôle fondamental. On a eu 2 jeunes à la fin, donc ce sont peut-être des gens qui démarrent quand tu as démarré. Peut-être qu'on va, dans 20 ou 30 ans, avoir de très belles success stories comme tu avais démarré. Olivier, vous allez chercher sur 3 générations, éventuellement, des anciens VSNE. Oui, parce que c'est rentré dans le paysage. Les VIE, il y a pas loin de 100 000 VIE aujourd'hui qui ont été formés par ce système et qui sont dans la nature. Ce sont des gens qui ont tous eu le virus de l'international. Donc ces gens-là, on va en avoir besoin. Quand moi j'ai un projet dans un pays, je cherche autour de moi des gens qui ont une appétence pour l'international. On a 100 000 jeunes cadres diplômés français qui ont clairement une appétence pour l'international, dont une grande partie est déjà en train de travailler à l'étranger dans des groupes ou dans des EFE. Donc c'est une formule absolument magique. Arnaud Vessier, on arrive à la fin de cette table ronde. Les VIE, c'est une première victoire pour EFE International. Sur quoi vous travaillez? Il y a d'autres projets que vous voulez faire avancer, aboutir? Donc première victoire. Alors maintenant, il faut aussi exécuter. On a dépassé le stade du pilote, mais on n'en est pas encore à un stade industriel, je dirais, pour les EFE, à recruter des VIE à travers le monde. Donc là, c'est une étape importante sur laquelle il faut qu'on travaille. Il faut toujours l'exécution et le survie de l'entreprise, c'est la qualité de l'exécution. Donc, il me paraît essentiel qu'on se focalise là-dessus. Le financement, de façon à ce qu'on puisse les aider à travers une communauté qui se crée autour de ces entreprises. Le recensement, donc savoir qui est qui, et c'est pas si simple que ça. Si on prend les ETI en France, il a fallu la régionalisation et la création des 13 régions la réorganisation en 13 régions de François Hollande et passer le pouvoir économique aux régions pour qu'on commence à avoir une vraie carte identifiant les ETI en France. Je dirais de la même façon, en passant cette mission aux chambres de commerce et aux conseillers du commerce extérieur, et en étant aidé par l'État, il faudrait que là, pour le coup, on pourrait imaginer que l'État aide en particulier les chambres avec des VIE qui travailleraient sur ce recensement. Il faut parvenir à un recensement complet qui vont nous permettre, comme vous l'avez dit,
de comprendre quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on est, et après essayer de travailler de façon un peu plus segmentée pour créer le maximum de passerelles entre ces entreprises et la France. Donc c'est déjà les trois étapes, je crois, sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ça va nous prendre un petit moment, et réussissons déjà à ce niveau. Et enfin, je dirais culturellement, vous avez parlé d'éducation, vous avez complètement raison. Moi, j'ai créé à Londres, et je dirige toujours 2 établissements scolaires, le lycée international de Londres et le collège français bilingue de Londres, qu'on a financé avec le soutien de l'État à travers des emprunts garantis par l'État, qui sont complètement bilingues, et ça supporte la francophonie, c'est-à-dire c'est 50% anglais, 50% français, mais grâce à ça, on a un système éducatif où et les Français et les étrangers s'intéressent au système éducatif français. Donc, il faut aussi qu'on garde en tête l'aspect culturel, qui est une de nos forces reconnues, et je crois que cette initiative EFI y participe. Voilà, bah écoutez, après cette heure passée ensemble, on peut dire qu'on a vu à travers ces échanges et ces témoignages que de ces entrepreneurs français à l'étranger que cette année, eh bien, une EFE ne peut plus seulement être considérée comme un non-contribuable français, on en a parlé, des entrepreneurs qui contribuent donc au rayonnement de la France à l'étranger, à la diffusion de cette touche française, qui conserve cette fierté d'être français, on l'a vu aussi par rapport au témoignage, le fort attachement entre la scolarisation de leurs enfants en France et l'approvisionnement en matières premières ou en matériel. Certains s'y relocalisent, on l'a vu aussi, créent de la valeur et de l'emploi, mais aussi à l'étranger. Renforcer ce réseau des EFE, établir le plus de passerelles possible entre elles et la France, ça devrait être donc un axe stratégique pour les années à venir, pour son commerce extérieur, pour le commerce extérieur de la France, son rayonnement et son influence, axe stratégique donc assumé par les organisateurs de cette table ronde que je remercie. Alain Taïeb, donc pour le groupe AGS Mobilitas, président de FE International, Arnaud Vessier, CCI France International et International SOS, et Jean-Luc Ruel, donc élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, des conseillers du commerce extérieur, des CCE, spécialistes de l'Afrique, on l'a entendu. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement pour une nouvelle table ronde.